Bienvenue dans Codex la Vengeance. Je m'appelle Charlotte Millet. J'ai 25 ans. Un mardi matin de mars, j'étais dans ma cuisine, en peignoir, à regarder mon mari, avec qui je suis mariée depuis 3 ans, lire un courrier, et j'ai vu son visage se décomposer comme si on lui avait retiré une prise. Il ne savait pas que je l'observais. Il pensait que j'étais à l'étage, faisant ce qu'il supposait que je faisais toujours. Exister discrètement. Attendre des instructions. M'adapter à la situation. Il avait tort. Mais permettez-moi de revenir en arrière. Car la fin n'a de sens que si l'on comprend le début. Et le début, comme la plupart des choses dans ma vie, a commencé avec une version de moi que tout le monde croyait déjà comprendre. Avant d'aller plus loin, d'où regardez-vous cette vidéo? Car je veux savoir qui a besoin d'entendre cette histoire. Si vous avez déjà été cette personne que tout le monde sous-estime, celle qu'on interrompt sans cesse, celle qui sourit en silence tandis qu'un silence intérieur profond s'installe, restez avec moi. Ce message est pour vous. Les gens qui m'ont rencontré vers mes 25 ans se faisaient beaucoup d'idées préconçues. J'étais discrète. Je m'habillais de façon pratique. Je ne donnais pas mon avis spontanément. Et même alors, je restais mesurée. On m'avait toujours dit que j'étais trop sensible, trop sérieuse, trop dans ma bulle. Alors j'ai appris à me déplacer sans faire de bruit. J'ai appris à écouter plus qu'à parler. J'ai appris que la plupart des gens ne s'intéressent pas vraiment à ce que vous pensez, mais plutôt à ce que vous approuvez. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que j'écoutais. Tout le temps. Absolument tout. J'avais obtenu une licence en analyse financière grâce à une bourse partielle, en travaillant les week-ends à la réception d'un hôtel pour compléter mes revenus. J'ai terminé parmi les 8% meilleurs de ma promotion. J'avais un esprit calme et méthodique, et un don pour déceler les tendances, dans les chiffres, les comportements, et même dans le non-dit. Personne parmi ceux qui me connaissaient comme la femme de Daniel n'était au courant de tout cela. À leurs yeux, j'étais la discrète. Celle qui préparait les plateaux de grignotage aux fêtes, qui riait au bon moment et qui ne mettait jamais personne mal à l'aise. C'était l'image de moi que tout le monde s'était fixée. Et pendant longtemps, je l'ai laissé faire. Daniel encourageait cette version des faits. Pas ouvertement. Il n'a jamais été ce qu'on pourrait appeler cruel, du moins pas au point de laisser des traces visibles. Il était charmant, doué socialement et ambitieux professionnellement. C'était le genre d'homme qui, en entrant dans une pièce, repérait immédiatement la personne la plus importante. Il avait un don pour les relations humaines comparable à celui de certains aux échecs. Toujours calculateur, toujours 3 coups d'avance, mais avec une aisance déconcertante. J'allais également comprendre qu'il menait un jeu très prudent qui exigeait que je reste exactement où je me trouvais. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans, lors d'un dîner d'anniversaire chez un ami commun. Il avait 29 ans, une vie bien remplie, et un humour qui me donnait l'impression d'être dans la confidence. Il s'intéressait à moi d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. Il posait de vraies questions et se souvenait des réponses. À notre 3e rendez-vous, il m'a dit que j'étais la femme la plus intéressante qu'il ait rencontrée depuis des années. Je l'ai cru. J'avais 21 ans. Je voulais qu'on me croie. Tout est allé très vite. 8 mois plus tard, j'habitais dans son appartement. 18 mois plus tard, nous nous marions lors d'une cérémonie intime dans un vignoble à 2 heures de la ville. Ma mère a pleuré. Sa mère a porté un toast, saluant le fait que Daniel avait enfin trouvé quelqu'un de stable. J'ai souri, mon verre de champagne à la main, et je me suis dit que stable était un compliment. Je me le suis répété pendant longtemps. Le changement a été progressif. Il l'est toujours. Je crois. Il n'y a pas de moment précis qu'on puisse désigner et dire. Voilà. C'est là que ça a commencé. C'est un peu comme la météo. La température baisse degré par degré. Et on ne se rend compte qu'on a froid que lorsqu'on frissonne déjà. La première chose que j'ai remarquée, c'est sa façon de parler de mon travail. J'avais un emploi dans un cabinet comptable de taille moyenne.
Rien de prestigieux. Rien de stressant. Un travail stable. À mon image. J'étais douée. Je repérais les erreurs des autres. Je restais discrète. Ce qui instaurait une relation de confiance avec ma hiérarchie. Et je m'étais ainsi forgé une solide expérience professionnelle. J'aimais mon travail. Daniel l'appelait le petit boulot de Charlotte. Pas devant moi. En général. Je l'ai entendu une fois. À dîner avec ses collègues. Comme on entend parfois des choses qui n'étaient pas censées nous parvenir. Il l'a dit d'un ton léger. Avec un petit rire. Et tout le monde a ri avec lui. Assise là. Une fourchette à la main. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai changé de sujet en posant une question sur un projet de rénovation et j'ai orienté la soirée ailleurs. Mais je me suis souvenu. Cette phrase était importante. Son nom était comme une porte qui ouvrait des pièces. Nous arrivions quelque part et il était accueilli en premier. Chaleureusement. Puis quelqu'un me jetait un coup d'œil et disait « Et ceci doit être » et attendait qu'il complète mon nom. Ce qu'il faisait toujours avec un sourire facile. Comme s'il présentait un joli meuble qu'il affectionnait particulièrement. Lors des événements de son entreprise, j'ai appris à me déplacer dans la foule en restant immobile. On n'attendait pas de moi que j'intervienne, mais plutôt que je fasse bonne impression, que je sois agréable et que je présente les choses correctement. J'étais un élément décoratif, un simple élément de décor. Je me disais que c'était normal. Que c'était à ça que ressemblait un partenariat dans certains milieux professionnels. Que j'étais soutenu en échange du soutien que je lui apportais. Et pendant les premières années, j'ai reçu du soutien. Il était fier de moi en privé. Ou du moins cela ressemblait à de la fierté. Il me disait que j'étais brillant. Il me disait que je voyais des choses que les autres ne pouvaient pas. Il le disait comme on décrit un tour de passe-passe. Quelque chose de charmant. De discret. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est l'argent. Nous avions un compte joint où transitaient toutes nos dépenses courantes. Je versais une somme fixe chaque mois, prélevée sur mon salaire, et Daniel complétait le reste. Il gérait le compte, les placements, bref, toutes les finances, avec une énergie vive et efficace qui semblait être de la générosité. Je m'en occupe pour que tu n'aies pas à le faire, mais dont j'ai peu à peu compris qu'il s'agissait de contrôle déguisé en compétence. Je n'avais aucune visibilité sur nos finances communes. Du moins, pas vraiment. Je pouvais voir le compte courant, certes, mais le portefeuille d'investissement, les documents relatifs à la propriété, les polices d'assurance, tout cela était au nom de Daniel. Dans ses dossiers, et accessible grâce à ses mots de passe. Ne vous en faites pas, m'avait-il dit un jour, alors que je l'interrogeais sur un relevé que j'avais trouvé sur le comptoir. Je m'en occupe. Il l'a dit gentiment. Il disait la plupart des choses gentiment. Mais j'ai remarqué. La troisième chose est celle-ci. Je l'ai longuement mûrie avant de me permettre de la nommer, c'est qu'il avait cessé de me considérer comme une personne dont il respectait l'esprit. Ce n'était pas agressif. C'était plus subtil. C'était sa façon de commencer à répondre à une question avant même que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. Sa façon de reformuler mes propos pour les autres, avec des mots légèrement différents, comme s'il traduisait une langue qu'il ne comprenait pas vraiment. Sa façon de rire doucement quand je protestais et de dire, d'un ton qui laissait entendre que j'étais une tempête passagère. J'ai remarqué la façon dont ses amis me traitaient. Chaleureux. En apparence. Superficialité. Il me posait des questions sur mon travail sans attendre de réponse complète. Il survolait mes phrases comme s'il ne faisait que passer en route vers un endroit plus intéressant. Et j'ai remarqué la façon dont sa mère me parlait lors des dîners de famille serviables. Gentille, avec une pointe de pitié, comme si elle avait toujours supposé que j'avais de la chance d'avoir Daniel et qu'elle était reconnaissante qu'on me le rappelle. Je n'ai réagi à rien de tout cela. Pas visiblement. Mais quelque chose en moi s'apaisait profondément. Pas engourdi. Immobile. Comme l'eau qui s'immobilise juste avant de refléter quelque chose avec netteté.
C'était un dimanche après-midi d'octobre. Environ 2 ans et demi après notre mariage. Lorsque le changement intérieur s'est produit. Pas de façon spectaculaire. Sans larmes ni cris. C'était en fait assez calme. Daniel était au téléphone avec son frère, arpentant le salon. Et moi, j'étais dans la cuisine à préparer un café dont je n'avais pas particulièrement envie. J'entendais des bribes de leur conversation. Le rythme décontracté de deux personnes qui se connaissaient depuis toujours. Rien de quelque chose auquel je n'assistais pas. Et puis j'ai entendu mon nom. Et puis j'ai entendu Daniel dire, d'un ton désinvolte, comme quelqu'un qui décrit la météo. Charlotte ne s'intéresse pas vraiment aux questions financières. Ce n'est pas vraiment son truc. Je suis restée parfaitement immobile, la main posée sur la cafetière à piston. Il continua à parler. La conversation reprit son cours. Il ne savait pas que je l'avais entendu. Je suis restée là un long moment. Puis j'ai fini de faire le café. Je me suis assis à la table de la cuisine. Je l'ai bu lentement et j'ai réfléchi. Il ne s'agit pas de colère, mais de clarté. Car ce que j'ai compris, à cet instant précis, avec une précision qui m'a surprise par son calme, c'est que j'avais passé des années à laisser quelqu'un définir les contours de mon identité. Non par la force, mais par une répétition confortable. Il avait raconté une histoire sur moi. Discrètement, invariablement, à tous ceux qui nous entouraient. Et je l'avais laissé faire. Car la confronter m'avait toujours semblé plus perturbateur qu'utile. Je n'étais pas celle qu'il croyait. Et j'en avais assez de laisser la distance entre ces deux choses jouer en sa faveur. Ce jour-là, j'ai cessé de réagir. Et j'ai commencé à observer. Pour ceux qui me suivent encore, continuez à regarder. Car ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Et cela a commencé discrètement. D'une manière que personne autour de moi n'a vu venir. La première chose que j'ai faite, c'est de me renseigner. Vraiment me renseigner. J'avais des connaissances financières que Daniel, avec son attitude désinvolte et méprisante, avait toujours supposé se limiter au tableur et à la comptabilité de base. Il ignorait ce que je savais réellement, car je ne lui avais jamais donné de raison de le découvrir. C'est là que j'ai vraiment compris le principe du silence stratégique. Il n'est utile que si l'autre personne ignore ce qui se cache derrière. J'ai passé les semaines suivantes à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes études supérieures. J'ai étudié. Non pas frénétiquement, mais méthodiquement. J'ai passé en revue tout ce à quoi j'avais accès. J'ai demandé des copies de nos relevés de compte joints. J'ai examiné chaque transaction. J'ai consulté les documents accessibles et j'ai commencé à dresser une liste de ce qui m'était inaccessible et à analyser la signification de cette absence. J'ai commencé à arriver plus tard au bureau. Pas de façon radicale. J'ai simplement arrêté de partir à 17h pile. J'ai profité de ces heures supplémentaires pour discuter. Avec précaution. Avec un collègue spécialisé en droit patrimonial. Rien de précis. Des questions d'ordre général, posées par simple curiosité professionnelle. J'ai toujours été réputée pour ma méticulosité. Alors personne n'a trouvé cela étrange. J'ai aussi, discrètement, ouvert un compte personnel dans une autre banque. Non pas pour dissimuler de l'argent. Rien de malhonnête. Juste mon propre compte, à mon nom, sur lequel j'ai commencé à verser une partie de mon salaire qui était auparavant directement versé sur le compte joint. Le montant transféré était suffisamment faible pour passer inaperçu, mais suffisamment important pour devenir significatif à long terme. Je tiens à être précise. Je ne planifiais rien de spectaculaire. Je ne cherchais pas à me venger comme vous pourriez l'imaginer. Ce que je faisais était plus simple et, je crois, plus puissant. Je me préparais à être parfaitement bien sans lui. C'est différent. Ce n'est pas un piège que l'on tend. C'est une porte que l'on construit discrètement, prudemment, à l'abri des regards, pour avoir une échappatoire le moment venu. J'ai aussi commencé à y prêter attention différemment. À l'aspect pratique de notre vie commune. À quels noms étaient souscrits les abonnements aux services publics. À quels comptes existaient ceux auxquels je n'appartenais pas.
aux biens accumulés pendant notre mariage et à leur titre de propriété. À quoi ressemblaient ses activités professionnelles, car Daniel s'était, au cours des 18 derniers mois, de plus en plus impliqué dans une entreprise parallèle avec 2 collègues de son cabinet. Une activité qu'il m'avait décrite de manière extrêmement vague, que j'avais acceptée auparavant, et que je trouvais désormais intéressante. Je ne lui ai pas posé la question directement. Je l'ai plutôt écouté. Je suis, à tout le moins, une personne qui sait écouter. J'ai appris que l'entreprise avait récemment bouclé une levée de fonds. Une levée de fonds conséquente. Le montant que Daniel a mentionné nonchalamment au téléphone un mercredi soir. Alors que j'étais de l'autre côté d'un mur à lire un document que j'étais censé avoir terminé, était loin d'être négligeable. C'était important. Je n'ai pas réagi. J'ai tourné la page de mon document et j'ai pris une petite note dans un carnet que je gardais dans mon sac de travail. Ce qui était étrange avec cette phase de préparation, c'est le calme qu'elle m'a instauré. Je m'attendais à être agitée, anxieuse peut-être, ou animée d'une colère que j'aurais dû lutter pour contenir. Mais j'ai ressenti tout le contraire. J'avais l'impression d'avoir enfin retrouvé mes repères après une longue période d'errance. J'ai bien dormi. J'ai mangé régulièrement. Je suis allée travailler avec une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des mois. J'étais agréable à la maison. Attentive pendant les dîners. La même version de moi-même que Daniel avait toujours connue parce que c'était utile. Et parce qu'une perturbation à ce stade n'aurait servi personne. Et surtout pas moi. Il n'a rien remarqué. Ce qui m'a appris quelque chose d'important. Si la personne avec qui vous construisez votre vie peut vous regarder chaque jour sans percevoir qu'un changement fondamental s'est opéré en vous, alors elle ne vous a jamais vraiment regardé. Au départ, ce n'était pas une prise de conscience douloureuse. C'était une prise de conscience utile. En décembre, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, mais dont j'ai immédiatement perçu l'importance. Daniel rentra d'un dîner avec ses associés de très bonne humeur, une humeur particulière, rayonnante et presque démesurée. Qui, j'avais appris au fil des ans, signifiait que quelque chose s'était bien passé, mais qu'il préférait ne pas le partager immédiatement. Je l'observais. Je ne dis rien. 2 soirs plus tard, en rentrant du bureau, je l'ai trouvé sur la terrasse, au téléphone. Il a interrompu sa conversation dès qu'il a entendu la porte. Quand il est entré, il était détendu, naturel, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai raconté ma journée. Et pendant que je parlais, j'ai observé ses mains. Il tenait toujours son téléphone. L'écran était noir. Mais il l'avait posé face contre table, un petit geste. Anodin. Le genre de geste qu'on fait sans réfléchir. N'oubliez pas cela. Je tiens à être prudente, car je sais comment ce passage peut être perçu. Je ne décris pas une femme devenue paranoïaque ou qui s'est mise à tirer sur des fils sans discernement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'était plus simple. J'ai prêté attention aux choses qui avaient toujours été là, sous mes yeux, et j'ai cessé de les juger insignifiantes avant même de les avoir examinées. En janvier, j'ai eu une conversation informelle avec un avocat, un collègue qui l'avait consulté 2 ans auparavant pour une affaire professionnelle, et non familiale, ce qui donnait à cette rencontre un caractère naturel. J'ai posé des questions d'ordre général. J'ai compris le contexte. Je comprenais concrètement ce que signifiaient biens matrimoniaux. Je comprenais les délais, les documents nécessaires et ce qu'une personne raisonnable souhaiterait avoir en main avant d'entamer ce type de discussion. J'étais une personne très raisonnable. En février, j'avais discrètement et sans incident établi les éléments suivants. Une vision financière complète de notre vie commune, incluant les biens que Daniel avait omis de me mentionner. Une relation avec un avocat désormais officiellement, quoique discrètement, engagé pour nous représenter. Un compte personnel approvisionné de 3 mois de dépenses courantes. Et une compréhension claire de l'entreprise de Daniel et de sa récente valorisation. Ce qui me permettait également de bien appréhender les points pertinents pour toute discussion juridique future.
Et j'avais encore une chose à dire. Une offre d'emploi. Pas dans mon entreprise actuelle, mais dans un cabinet de conseil, en analyse financière situé à 2 villes de là, qui m'avait contacté 4 mois auparavant par le biais d'un relationnel professionnel, m'avait interviewé 2 fois à distance et m'avait fait une offre fin janvier qui, en termes de salaire, était presque le double de ce que je gagnais à l'époque. J'avais dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je savais presque immédiatement ce que j'allais faire. Mais il y avait des choses que je devais mettre en place avant de leur donner ma réponse. Dès la première semaine de mars, je les avais. Maintenant, laissez-moi vous parler du courrier. Dans notre entrée, il y a un petit buffet où l'on dépose tout ce qui rentre par la porte. On avait une entente tacite, pas explicitement formulée, mais implicite. Daniel triait le courrier. Il le faisait depuis qu'on vivait ensemble et c'était devenu une habitude. Comme certaines choses s'installent, imperceptiblement, jusqu'à devenir une routine. Mais certains documents que j'attendais allaient arriver par la poste plutôt que par voie électronique. Mon avocat me l'avait conseillé pour certains d'entre eux. Certaines correspondances sont plus précieuses sous forme papier. En pratique, il est plus difficile de les oublier. Un mardi matin de mars, j'étais à l'étage quand j'ai entendu le courrier tomber dans la boîte aux lettres. J'ai entendu Daniel traverser le couloir. J'ai perçu la pause, ce silence si particulier qu'une personne produit lorsqu'elle s'arrête brusquement. Je suis arrivée à mi-chemin des escaliers. Il se tenait dos à moi, immobile, tenant plusieurs lettres. De là où j'étais, je pouvais lire l'adresse de l'expéditeur sur 2 d'entre elles. L'une provenait du cabinet de l'avocat, l'autre de la banque où j'avais mon compte. Les 2 m'étaient adressés. Il se tourna légèrement. Il pouvait clairement voir l'adresse de retour de l'avocat. Son visage était devenu livide. Il se retourna complètement et me vit debout dans l'escalier. Il y eut un long moment de silence. Aucun de nous deux ne parla. Il brandit l'enveloppe, non pas avec agressivité, mais plutôt comme quelqu'un qui tient quelque chose dont il ne sait pas trop quoi faire. « Charlotte, qu'est-ce que c'est ?» J'ai descendu le reste des escaliers. J'ai traversé le couloir. J'ai pris l'enveloppe de sa main. Puis l'autre. Et j'ai dit calmement. « Ce sont les miennes. » « C'est un cabinet d'avocats. » A-t-il dit. « Oui. » ai-je répondu. Un autre silence. « Charlotte. » Sa voix était différente maintenant. Toujours maîtrisée. Mais cette maîtrise était palpable. On sentait l'effort qu'elle déployait. « Que se passe-t-il » Je l'ai regardé un instant. J'ai repensé à toutes ces fois où je l'avais observé de l'autre côté d'une pièce et ressenti cette solitude particulière. Celle d'être l'image que quelqu'un se fait de lui plutôt que la personne elle-même. J'ai repensé à ces 3 années d'érosion silencieux et aux 10 mois passés. En secret, à m'assurer que je restais sur des bases solides. J'ai dit. Je pense que tu as déjà une idée de ce qui se passe. Daniel. Puis je suis passée devant lui pour entrer dans la cuisine. J'ai mis la bouilloire en marche. Je me suis assis à table la même tableau. Des années plus tôt. J'avais bu mon café dans le silence de ma lucidité et j'ai ouvert mon courrier. Il se tenait sur le seuil. Il a prononcé mon nom une fois de plus. À voix basse. J'ai levé les yeux. J'ai engagé un avocat. Dis-je. Une requête sera déposée en fin de semaine. Vous recevrez des documents. Mon avocat peut correspondre avec le vôtre. Ou vous pouvez en engager un dès maintenant. À vous de choisir. Je baissai les yeux sur le document que je tenais à la main. Il y a du thé si vous en voulez. Je vais rester dans cette pièce avec vous un instant. Car ce qui va se passer dans les 60 prochaines secondes est important. Il n'a pas crié. Il n'est pas devenu menaçant. Daniel, il faut le reconnaître, avait toujours été un homme de façade. Et même à cet instant précis, il a gardé les apparences. Ce qu'il a fait, je ne l'avais pas vraiment anticipé. Il s'est assis. De l'autre côté de la table de la cuisine. Face à moi. Il me regarda, vraiment me regarda. Comme il ne l'avait pas fait depuis des années,
et je vis passer sur son visage une émotion difficile à définir. Pas de la colère. Pas vraiment du chagrin. Plutôt une forme de reconnaissance. L'expression particulière de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'il aurait dû comprendre bien plus tôt. Et il a dit, calmement, « Depuis combien de temps planifiez-vous cela ?» J'y ai réfléchi. J'y prête attention depuis longtemps. Ai-je dit? Je prépare ça depuis octobre. Il était silencieux. Vous m'avez entendu au téléphone. A-t-il dit? Ce n'était pas une question. Quel appel? Ai-je demandé? Il m'a regardé. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti qu'il était véritablement incertain. Charlotte, il s'arrêta. Puis reprit. Je ne pensais pas que tu étais, je pensais que nous étions, je sais ce que tu as pensé. Ai-je dit? Et je l'ai dit sans méchanceté. Car la méchanceté n'a jamais été mon intention. Voilà le problème. Daniel. Tu as pensé beaucoup de choses à mon sujet qui étaient fausses. Et je t'ai laissé faire. Pendant un temps. Puis j'ai arrêté. Il était assis là, en face de moi, dans la cuisine de la maison que nous partagions depuis 3 ans. Et la version des événements dans laquelle il vivait, celle où j'étais une constante agréable. Gérable. Sans profondeur, qu'il n'avait pas pris en compte cette version s'est dissoute. À sa place, il y avait moi. Juste moi. Comme je l'avais toujours été. Ce n'était même pas le plus difficile pour lui. Le plus dur est arrivé 3 jours plus tard. Entre-temps, il avait consulté son propre avocat. Il avait sans doute passé ces 3 jours à examiner nos droits respectifs et à analyser la situation financière de notre mariage d'un point de vue juridique. J'imagine qu'il avait aussi commencé à se faire une idée de ce que je savais. Car mon avocat était précis et méticuleux. Et la requête était, par conséquent, très détaillée. Il m'a appelé un jeudi soir. J'étais au bureau. En retard à juste titre. Car je terminais un rapport et son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai laissé sonner. Puis j'ai envoyé un texto. Mon avocat pourra joindre le vôtre demain matin. Il y eut un silence. Puis, Charlotte. Il y a des choses à discuter. J'ai posé mon téléphone face cachée sur mon bureau. J'ai terminé le rapport. Ce dont il voulait parler. Je l'apprendrai par les voies appropriées. C'était du projet d'entreprise. De la levée de fonds. De l'évaluation dont il ne m'avait pas parlé. Et que mon avocat avait incluse dans la documentation relative aux biens. Car les biens matrimoniaux restent des biens matrimoniaux. Quel que soit le nom sous lequel ils sont enregistrés pendant le mariage. Et indépendamment de qui en avait été informé et de qui avait été. De manière opportune. Tenu dans l'ignorance. Cette phrase avait une grande importance à ses yeux. Je tiens à vous parler de cet aspect de l'histoire. Le volet juridique. Car je sais qu'il est facile de présenter les choses comme des batailles. Des victoires et des défaites. Un simple calcul des scores. Je ne l'ai pas vécu ainsi. J'ai perçu cela comme la suite logique d'une démarche que j'avais entreprise avec lucidité. Et non avec colère. Je ne cherchais pas à punir Daniel. Je voulais simplement m'assurer que la version de notre mariage, qui serait légalement reconnue concernant nos biens, nos documents, notre statut officiel, soit la version exacte. Pas celle où j'étais une personne ignorante en matière financière. Pas celle où j'étais un simple figurant, superficiel et bien intentionné. La version exacte. Là où j'avais contribué. Là où j'avais été présent. Là où la vie que nous avions construite ensemble avait une valeur marchande et où j'avais droit à exactement la moitié. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la comptabilité. La réunion de médiation a eu lieu début avril. Nous étions assis, face à face autour d'une table dans une salle de conférence aux baies vitrées. Et Daniel avait l'air d'un homme qui n'avait pas bien dormi. Tandis que j'avais l'air de ce que j'étais. Quelqu'un qui avait bien dormi. Son avocat était brillant. Stratégiquement agressif, et excellait dans l'art subtil de faire passer des positions raisonnables pour excessives. Le mien était plus discret, plus précis et plus à l'aise avec les chiffres. J'ai vu son avocat regarder le mien, puis me regarder.
et se réajuster. J'ai mentionné que j'avais appris à me déplacer silencieusement dans les pièces. Cette habitude, il s'est avéré, avait aussi une utilité professionnelle. Car je n'étais pas la femme qu'il s'attendait à rencontrer. Il s'attendait à rencontrer la femme que Daniel avait décrite et la description que Daniel avait de moi. J'imagine, était influencé par l'image qu'il pensait avoir de moi. Cette version comportait certaines caractéristiques sous-jacentes, une certaine douceur, une certaine incertitude, et une vague naïveté financière qu'il était possible de corriger en douceur. La version qui est entrée dans cette salle de conférence avait bénéficié de 10 mois de préparation, d'une compréhension claire de chaque élément en question, y compris d'eux que l'équipe de Daniel n'avait pas mis en avant, et d'un calme que l'autre côté de la table a trouvé. Je pense, véritablement déconcertant. Son avocat a pris la parole. Le mien a répondu. Nous avons examiné les chiffres. À un moment donné, Daniel m'a regardé droit dans les yeux. De l'autre côté de la table. J'ai soutenu son regard et j'ai repensé à ce dimanche après-midi d'octobre où, dans la cuisine, la main sur la cafetière à piston, j'avais pris cette décision silencieuse qui allait tout changer. J'ai repensé à la futilité apparente de cet instant. Et à toute sa portée. Il a détourné le regard le premier. L'accord a été conclu en 2 séances. Il était équitable. Équitable sur le plan mathématique et structurel, le genre de résultat obtenu lorsque la documentation est exhaustive. Le contexte juridique précis et qu'aucune des parties ne peut avancer d'arguments contraires de manière convaincante. Je n'ai pas fêté ça. Il n'y avait rien à fêter. À proprement parler. Le mariage était terminé. 3 années de ma vie avaient désormais un chiffre honnête. Et c'était déjà ça. Mais ce n'était pas ce vers quoi j'avais bâti ma vie. Ce vers quoi je m'étais préparé était plus simple. Au cours de la 2e semaine d'avril, j'ai accepté l'offre d'emploi au sein du cabinet de conseil. J'ai contacté la responsable du recrutement, une femme nommée Priya avec qui j'avais déjà échangé à 4 reprises et que j'avais trouvée directe et lucide. Et je lui ai indiqué que j'étais prête à discuter d'une date d'embauche. Nous nous sommes mis d'accord pour le 1er juin. J'ai trouvé un appartement dans ma nouvelle ville. Petit, lumineux, près d'un parc dont j'avais entendu parler. J'ai signé le bail un jeudi après-midi. Depuis mon bureau, entre 2 autres rendez-vous. Et je suis resté un instant assis à regarder le document signé sur mon écran. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pas un triomphe. Pas un soulagement. À proprement parler. Quelque chose de plus paisible. L'espace. La sensation particulière d'avoir de l'espace. Bienvenue dans Codex de la Vengeance. La dernière fois que j'ai vu Daniel. C'était un samedi fin avril. Lorsque nous avons fait le tour de la maison pour nous partager les biens. Nous nous étions mis d'accord, par l'intermédiaire de nos avocats, sur la répartition. La plupart des choses se sont déroulées sans problème. Il y avait quelques objets à forte valeur sentimentale. Et nous les avons gérés avec précaution. Avec la politesse affectée de 2 personnes qui n'ont plus l'énergie d'être désagréables. À un moment donné, nous étions tous les 2 dans le salon, nous tournant l'un autour de l'autre. Et il a dit, sans préambule et d'une voix qui avait perdu son assurance habituelle. Je ne savais pas que tu étais malheureux. J'y ai réfléchi. Je ne l'ai pas toujours été. Ai-je dit? Quand cela a-t-il changé? Progressivement. Ai-je dit? Comme la plupart des choses. Il resta silencieux. Il prit un cadre sur l'étagère, une petite photo de notre première année. Lors d'un week-end à la côte le regarda. Puis le reposa. Et il dit, « Qu'est-ce que j'ai fait? » Je l'ai regardé. Tu as décidé qui j'étais. Ai-je dit? Et puis tu as cessé de me regarder. Il n'avait pas de réponse à cela. Je ne m'y attendais pas. Je veux vous raconter ce qui s'est passé dans mon ancien cabinet durant ces dernières semaines. Car c'est un aspect de cette histoire que je n'ai pas encore évoqué et qui a toute sa place ici. Lorsque j'ai remis ma démission, 4 semaines avant mon dernier jour. Comme il se doit. Ma responsable directe,
Une femme discrète nommée Margaret, qui avait suivi mon travail pendant 3 ans sans presque jamais le commenter, m'a demandé de venir dans son bureau. Elle a fermé la porte. Elle m'a dit qu'elle savait, depuis un certain temps, que j'étais sous-utilisée au sein de l'entreprise. Elle m'a confié qu'à 2 reprises, elle avait envisagé de me proposer pour un poste d'analyste senior qui s'était libéré, mais qu'elle avait hésité à chaque fois. Assise là, elle tenait à me dire clairement qu'elle regrettait d'avoir hésité. Je l'ai remerciée sincèrement. Je lui ai dit que je comprenais son hésitation. Le contexte professionnel, ma présentation et la forme particulière d'invisibilité que j'avais maintenue. Elle m'a regardé d'un air malicieux et a dit : « Tu n'étais pas invisible, Charlotte. Tu t'es simplement rendue facile à oublier. Il y a une différence. » J'y ai repensé sur le chemin du retour. Elle avait raison. Invisible suggère l'absence. Je n'ai jamais été absente. J'étais pleinement présente. Tout le temps. Je viens d'arrêter de le diffuser. Et puis, au moment opportun, je l'ai laissé paraître. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose qui s'est passé pendant la médiation et que j'ai gardé pour moi parce que cela a sa place à la fin. Pas au milieu. Vers la fin de la 2e audience, l'avocat de Daniel a fait une remarque formulée avec précaution et une grande prudence, laissant entendre que certaines de mes contributions financières au mariage étaient limitées compte tenu de ce qu'il a appelé l'asymétrie de nos parcours professionnels. Sous-entendu, j'aurais bénéficié davantage que je n'aurais contribué, financièrement parlant, et cela devrait être pris en compte dans le calcul du partage des biens. Mon avocat l'a laissé terminer. Puis, discrètement, elle présenta 3 choses. Le premier document était un compte-rendu détaillé de mes contributions financières tout au long du mariage, y compris les sommes que j'avais consacrées aux dépenses du ménage, la valeur marchande du travail domestique et administratif que j'avais fourni qui, une fois détaillée, était importante, et l'impact documenté de notre arrangement sur ma propre trajectoire de revenus, étant donné la mesure dans laquelle j'avais ajusté mes ambitions professionnelles pour m'adapter à celles de Daniel. Le second document était un justificatif de ma rémunération future au sein du cabinet de conseil. Le montant figurant sur ce document a provoqué une légère modification dans l'expression de l'avocat de Daniel. Rien de dramatique, juste un petit ajustement, comme celui qu'on fait lorsqu'on réalise que la situation est différente de ce qu'on imaginait. Le troisième document était un résumé de l'évaluation de l'entreprise, le document complet, avec les chiffres actuels, et non ceux que Daniel avait discrètement gardés pour lui. Il y eut un silence qui dura plus longtemps que d'habitude dans ces salles. Et puis nous avons continué. Je m'appelle Charlotte Millet. J'ai 25 ans. J'écris ces lignes depuis mon appartement, dans une ville que j'ai choisie. Le parc dont j'ai lu la description existe bel et bien et correspond exactement à ce que j'avais imaginé. J'y cours le matin avant d'aller travailler. Et pendant ma course, je réfléchis. Mes pensées ont évolué. Avant, je pensais à ce que je n'étais pas, à ce que je n'avais pas la possibilité de devenir, à ce que j'étais discrètement empêché d'être par une vie organisée autour de l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de moi. Maintenant, je réfléchis à ce que je suis en train de construire. Et le bâtiment a une toute autre dimension quand on en est l'architecte. Le travail est difficile, comme tout bon travail l'est. Priya s'est avérée aussi directe qu'elle en avait l'air. J'aime bien l'équipe. Pour la première fois depuis des années, je me trouve dans des salles où l'on attend que je finisse mes phrases, où ce que je dis ensuite suscite une réelle curiosité, où l'on prononce mon nom en premier. Il a fallu un certain temps pour s'y habituer. Je vais vous dire une dernière chose avant de terminer. Environ 6 semaines après le règlement, j'assistais à un événement professionnel, le genre de réunion sectorielle à laquelle j'assistais auparavant en tant qu'épouse et où j'assistais maintenant en tant que personne munie de mon propre badge et ayant une raison d'être là qui n'avait rien à voir avec qui que ce soit d'autre. J'étais debout au fond de la pièce, un verre à la main, écoutant la conversation de 2 personnes que je venais de rencontrer.
lorsqu'une personne, de l'autre côté de la pièce, m'a fait signe. Il m'a fallu un instant pour la reconnaître. Un collègue de Daniel. Quelqu'un avec qui j'avais dîné. Quelqu'un qui m'avait toujours parlé avec cette familiarité vague et amicale propre à ceux qui ne vous considèrent pas comme important. Il a traversé la pièce. Il a prononcé mon nom correctement. Mes deux noms avec une chaleur qui semblait sincère. Il a dit avoir entendu dire que j'avais déménagé, que je travaillais dans un cabinet de conseil et avoir entendu de bons échos de mon travail là-bas. Et il a dit « Je ne savais pas que vous étiez analyste financier ». Je le regardai avec bienveillance. « Vous ne me l'avez jamais demandé. » dis-je. Il rit, un peu hésitant. « C'est bien vrai. » Puis je me suis excusé, car il y avait quelqu'un de l'autre côté de la pièce à qui je voulais parler. J'ai beaucoup réfléchi à la leçon à tirer de cette histoire. À savoir s'il y en a une, ou si la recherche d'une leçon est en elle-même une mauvaise démarche, une façon de vouloir arranger quelque chose qui n'était, en réalité, qu'une vie qui se déroulait et une personne qui devenait peu à peu elle-même. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'être nommé. Le pouvoir qui a transformé ma vie n'était pas bruyant. Il ne s'est pas manifesté. Il ne s'est pas illustré. Il s'est construit dans le silence, tard le soir, au fil de longs mois de préparation minutieuse à la vie que je désirais. Afin que, le moment venu, je n'ai pas à me battre pour l'obtenir. Il me suffisait de franchir la porte que j'avais construite. Il y a des gens qui regardent ceci en ce moment même, plongés dans une situation qu'ils n'ont pas encore nommée. Un long déclin. Une vie qui s'est discrètement organisée autour du confort d'autrui. Une version de vous-même que vous avez laissé devenir la version officielle parce qu'affronter le fossé semblait trop difficile. Je veux vous dire ce que personne ne m'a dit. L'écart n'est pas aussi grand qu'il n'y paraît. Et le terrain sur lequel vous vous tenez si vous êtes prudent, honnête et patient avec vous-même, est déjà plus solide que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'exploser. Vous n'avez pas besoin de faire une performance. Vous n'avez pas besoin qu'ils comprennent. Il vous suffit de savoir qui vous êtes, dans l'intimité de votre propre esprit, avec une clarté parfaite. Et puis tranquillement, méthodiquement, sans prévenir, vous construisez. Je m'appelle Charlotte Millet. J'ai 25 ans. Et la chose la plus marquante que j'ai jamais faite, c'est de rester complètement immobile, dans une cuisine, un après-midi d'octobre, et de décider de commencer à faire attention. Le reste a suivi.